Oui, bonjour à tous et bienvenue. Alors, dans cette vidéo, j'ai mis manipulation et danger. Parce que je vois, oui, que comme d'habitude, ils vont utiliser cette sécheresse qui est une sécheresse qui dure dans le temps et qui est grave. Alors, elle est grave sur les cultures. Il y a déjà eu des rendements et des sécheresses où on a vu des rendements catastrophiques en blé, en maïs, pardon, et en tournesol, même en céréales, oui, des rendements pas bons du tout. La différence qu'il y a eu avec d'autres sécheresses, je pense à la vigne, je pense aux arboriculteurs, à tous les maraîchers, c'est que ça brûle. La sécheresse est une chose, hein, le manque d'eau est une chose, le fait que ça brûle les fruits et les légumes en est une autre, hein. Ça brûle les récoltes. Donc là, on est au-delà de ce qu'on a pu voir en moyenne sur des grandes années sécheresses connues, 76, 89, 90 et même d'autres, hein. Il y en a eu avant. Bon. Et ce qui explique que même les gars qui ont l'irrigation, je suis en relation avec des experts là, qui expertisent les dégâts des récoltes pour l'assurance récolte, justement. Et même les gars qui ont des pivots, même les gars qui ont des pivots, eh ben ça brûle. Ça féconde pas comme il faut parce que en fait les températures sont tellement importantes qu'on peut rien faire. Et donc là, justement, dans les solutions pour répondre au changement climatique, parce qu'il y a plusieurs sujets. Il y a la crise conjoncturelle, le changement climatique, et après, il y a la crise structurelle, puisque les gens n'ont pas de trésorerie, mais ils n'en avaient pas plus l'année dernière, ni il y a 2 ans, ni il y a 3 ans, ni il y a 10 ans. Et ça, c'est deux sujets différents, mais qui vont de pair. Donc, sur les cultures, alors pour les maraîchers, alors là, c'est très compliqué, hein, avoir au niveau des expériences, si ceux qui sont sous des panneaux ou dans des bâtiments, ils sont moins brûlés, c'est là qu'il faut faire des tests, voir comment on peut faire par des chaleurs comme ça. Sur la grande culture, on peut, dans des endroits où c'est trop compliqué de faire du maïs, où il n'y aura pas forcément l'irrigation pour faire du maïs, où l'irrigation de toute façon ne sera pas rentable, parce qu'il faut arroser beaucoup de trop pour sortir une tonne de matière sèche de maïs, ben, il y a la possibilité de faire des métailles. Ça, on le sait qu'il y a la possibilité de faire des métailles. Mais alors, pourquoi j'ai dit manipulation des métailles qui se ramassent en avril-mai? Donc le problème de la sécheresse, on ne l'a pas. On le contourne et ça sème en fin d'année, donc ça pousse l'hiver. Pourquoi j'ai parlé de manipulation et danger? Bah parce que j'ai peur que cette sécheresse justifie l'accélération du libre-échange. Ils vont améliorer les plateformes logistiques pour accélérer le commerce international et utiliser la théorie de David Ricardo des avantages comparatifs, c'est-à-dire acheter la nourriture où elle est le moins cher possible, hein. Ça peut l'accélérer, le libre-échange, plutôt que de relocaliser avec des circuits courts, puisqu'on a tout ce qu'il faut pour nourrir, nous en France, avec la diversité qu'on a dans nos territoires. On a tout ce qu'il faut pour être autonome, hein, voilà. Et là, je pense qu'on s'oriente, j'ai peur qu'on s'oriente vers l'inverse. Alors, j'ai vu des gens qui disaient, criaient au scandale pour l'augmentation de 3% du prix des fermages. Mais non, les gars. Le prix des fermages, bien sûr que c'est un problème avec l'année qu'on a. Mais ceux qui sont propriétaires fonciers, demandez-leur quelle est leur marge nette sur un hectare de terre. Je parle en moyenne, hein. Je parle pas dans le champagne, hein. Là, c'est un ratio de 2, 3%, 2,5% brut, pas net, quand vous avez payé les impôts fonciers et tout. Donc le problème, c'est le modèle dans sa globalité. Tantôt, on va accuser les propriétaires que le fermage est trop élevé. Demain matin, on peut accuser les experts comptables. Après-demain, on peut accuser la mutualité sociale agricole que le modèle fiscal ne correspond pas. Il y a tout à revoir. Faut repartir d'une feuille blanche. Voilà. Parce que nous sommes sur des prix mondialisés avec des charges franco-françaises territorialisées. Donc on se prend de pleine face une économie des prix mondialisés avec des charges qui sont territorialisées. Donc, quand on est, c'est pour ça qu'il faut un prix de souveraineté nationale et sortir du modèle du libre-échange, le conserver juste à la marge pour les échanges ou le supprimer totalement et partir avec un groupe de pays, parce qu'on n'est pas les seuls à revendiquer
la catastrophe de ce modèle économique du libre-échange et partir avec un groupe de pays avec qui on a des intérêts à faire des échanges, pas qu'agricoles, industriels, technologiques, et on les fait sur la base de la coopération entre les États et non du libre-échange. Et le modèle de la coopération entre les États est un modèle qui a déjà été étudié, puisqu'il avait été étudié à la fin de la guerre, hein. Il découle de la conférence de Londres, la conférence de Genève et la conférence, la dernière qui s'était tenue à La Havane. C'est pour ça qu'il l'avait appelée la charte de La Havane, parce que la troisième réunion avait eu lieu à La Havane, et ça s'appelle l'OIC, l'Organisation internationale du commerce. Malheureusement, ce projet a été enterré le 23 mars 1948 par le Sénat américain, poussé par les Anglais et beaucoup d'autres, qui étaient les grands gagnants de la guerre et qui voulaient faire du business. Alors pourquoi ces prix agricoles, qu'il faut plus appeler des prix agricoles, qui sont des prix mondialisés, on se les prend de pleine face, et pourquoi les paysans sont pauvres et pourquoi on n'a pas de trésorerie avant l'arrivée de cette sécheresse? On n'avait pas de trésorerie. C'est ça la vérité. Les gens ne sont pas capables de passer la sécheresse parce qu'en année normale, ils font pas des marges dignes de ce nom. C'est ça la vérité. Pourquoi? Bah parce que ces prix mondialisés, ils se prennent de plein fouet les différences du foncier. Vous savez que le foncier, le coût du foncier, l'impact du foncier, il n'est pas le même du tout dans le monde. Voilà, ce n'est pas comparable du tout. Il y a des endroits dans le monde où ils ont les terres pour l'entretien. Voilà, point barre. Vous avez l'énergie, le coût de l'énergie, qui n'est pas le même sur la planète, ça vous le savez. Vous avez les salaires, le coût des salaires. Il y a des gens qui nous envoient des marchandises agricoles qui sont à 1 dollar par jour ou 1 euro par jour de rémunération. Vous voyez de quoi on parle? Vous avez après l'histoire des machines, la mécanisation, là, suivant comment vous êtes robotisé ou pas. Vous avez les assurances, tout ce qui est assurantiel ou des gens qui n'ont pas d'assurance du tout. Des régimes sociaux totalement différents. Toute l'économie de service qui pèse sur l'agriculture, tout ce qui va avec le service, les contrôles, tout ce qui est administratif, les impôts, les cotisations sociales, bien sûr, les normes, les contraintes réglementaires et les emprunts qui, suivant les modes les modes de fonctionnement agricole, l'endettement par agriculteur, il n'est pas le même au Burundi qu'en France, où on a un endettement à peu près de 260-270 000 euros par exploitation. Bon, donc c'est pas comparable du tout. Et en Hollande, on va trouver des taux d'endettement plus importants. C'est la raison pour laquelle on est dans le mur. On n'est pas dans le mur parce qu'il fait sec ou parce qu'on a des inondations. Ça, c'est une année à passer pour l'instant. Il y en aura peut-être d'autres. Mais c'est une année terrible qu'on prend de pleine face. Mais quand on prend une année terrible de pleine face, si on a 100 000 euros d'avance, comme beaucoup d'entreprises que je connais qui ont 100 000 euros d'avance, qui ont des ratios économiques où ils ont toujours de la trésorerie, ils ont un fonds de roulement, ils ont leur carnet de factures et ils facturent leur coût de production. Et une entreprise, les entreprises qui vont subir là, ce qu'on subit là, parce qu'il y en a, ils vont moins vendre, ou ils vont moins, etc., ils vont le répercuter sur les aliments. Vous prenez le groupe Avril, hein, qui fait 3 400 000 tonnes d'aliments, vous avez qu'à voir s'il remonte de 10 euros de la tonne, ce que ça fait. Hein, voilà. Regardez ce que ça fait, ce que ça représente en chiffres. Parce que eux, ils ont la facture. Ils font du service, de la prestation de service. Ils font de la livraison, mais ils facturent. Comme les semenciers, comme tous ceux qui nous entourent. Donc, conclusion, pourquoi ça marche pas? Eh ben, ça marche pas et ça ne peut pas marcher. Parce que les paysans sont les petites mains de la mondialisation. C'est les fantassins de l'économie. C'est les ouvriers de la terre. C'est les sentinelles de notre alimentation. C'est les fournisseurs de la planète. C'est les producteurs indispensables à la vie. Vous pouvez pas vivre sans manger. Mais c'est les producteurs sans pouvoir. C'est des indispensables invisibles. Les chevilles ouvrières de notre alimentation, les premiers maillons de la chaîne, mais les derniers servis, ceux à qui on laisse les miettes. C'est les créateurs de richesse dont on oublie la part. Parce que nous, oui, on crée de la richesse. On crée une matière première. On crée de la richesse. Sans cette matière première, derrière, ils peuvent rien faire s'ils n'ont pas cette matière première. En plus, on entretient les territoires. Et on est non délocalisable. Parce que, de facto, on est sur des territoires.
Les paysans, donc, sont la variable d'ajustement du système. Ils amortissent l'inflation, les amortisseurs de l'inflation, les sacrifiés du libre-échange, les otages des marchés mondiaux, les sous-traitants de notre alimentation, les travailleurs au prix imposé, les producteurs à qui l'on demande de produire toujours plus, mais à moins cher. Donc attention au piège de l'irrigation, de produire plus, mais de ne pas être payé. Attention, soyez vigilants. Irriguer, oui, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. Et irriguer à condition d'avoir un salaire. L'irrigation n'assure pas le salaire. Ne vous trompez pas, les gars. Les secteurs, les seuls acteurs, pardon, de la chaîne qui ne fixent pas leur prix. C'est important, ça. Les seuls acteurs de la chaîne, c'est l'acheteur qui fixe le prix chez nous. L'industrie agroalimentaire, coopérative, société privée, enfin, vous savez tout ça. Hein? Voilà. Donc, on est les payeurs de la mondialisation, on est les perdants silencieux de la guerre des prix. Hein? Le paysan nourrit le monde, mais le marché décide de ce qu'il doit gagner. D'accord? Le marché de l'industrie agroalimentaire qui fait 10 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde, qui est la première industrie au monde, hein, l'industrie agroalimentaire, devant l'industrie pharmaceutique et devant l'industrie d'armement. Ne l'oubliez jamais. Et loin devant, hein, très loin devant. Hein, d'accord? Donc le paysan produit la matière première, les autres ramassent les marges. Voilà. Nous, on produit, les autres, ils comptent les billets. C'est pratique. Hein. Donc eux, ils n'ont pas envie de changer. Hein. Tant qu'ils comptent les billets, vous pensez bien qu'ils vont pas nous appeler pour changer le modèle. Hein. Donc on demande aux paysans de produire comme un industriel et on le rémunère comme une variable d'ajustement. Le paysan, retenez bien ça, il est libre de produire mais pas toujours libre de fixer son prix. Il n'y a que ceux qui vendent en direct au détail qui fixent leur prix. D'où l'intérêt, avec SOS Mère et la décrimocratie, de relocaliser tout ce qu'on peut relocaliser. Il y a 3 milliards sur un peu plus de 90 milliards du chiffre d'affaires de la ferme France. Il y a 3 milliards aujourd'hui qui sont vendus comme ça, ce qu'on appelle en circuit court, hein, qui est un terme qui convient pas toujours, hein, en AMAP ou autre. Et là, il est important de reprendre la facture peut-être jusqu'à hauteur de 10 milliards. On peut multiplier ça par 3. Et ça s'améliorera en plus, les circuits courts, si on sort des prix mondialisés. Parce que les prix mondialisés tirent vers le bas ceux qui font du commerce au détail. Faut pas l'oublier, ça. Parce que le système de prix mondialisé de la théorie de Ricardo sonne le là sur les marchés, via la grande distribution, via les coopératives, et font un prix d'appel vers le bas qui rend encore plus difficile les gens qui vendent en vente directe. Hein. Donc tout est lié, tout est lié. Donc voilà, je voulais réagir à ça. J'ai vu que des gens s'attaquaient au prix du fermage. Oui, c'est pas bien qu'il y ait une augmentation de 3%, mais c'est un faux problème. C'est tout le modèle qu'il faut revoir. Demain matin, on peut attaquer les propriétaires, on peut attaquer notre comptable, on peut attaquer le marchand de matériel. Eux, ils sont sur des marges avec des prix territorialisés. Et nous, on est sur des prix mondialisés. Donc ça ne peut pas fonctionner. C'est tout simple. C'est tout le modèle qu'il faut revoir. Et attention de ne pas vous faire embarquer dans ceux qui vous disent que l'avenir, c'est de mettre des plans d'eau partout. Les plans d'eau, va falloir en faire, faut en faire, des réserves d'eau, pas que pour irriguer d'ailleurs, pour les animaux et puis pour ramener de la fraîcheur, replanter des haies. La gestion de l'eau, faut la revoir totalement. Mais l'irrigation totale, ne vous trompez pas, n'est pas synonyme de revenu. Arroser beaucoup, c'est produire plus. Mais produire plus, c'est pas gagner plus. Hein. Ne vous trompez pas. Hein. Moi, j'ai été irrigant, je suis pas le seul. L'irrigation m'a jamais amené de revenus. L'irrigation, c'était, c'était pour éviter la grande misère. C'était pour pallier à des rendements que je ne pouvais pas faire dans mes terres, donc qui nécessitaient des passages d'irrigation. Donc j'ai été orienté, je me suis orienté vers ce modèle-là, c'est fait, je le regrette pas, on va pas revenir en arrière, mais j'aurais pu faire tout autrement, avec des métailles et des mélanges suisses. J'aurais beaucoup moins investi, j'aurais beaucoup moins travaillé, et j'aurais, je peux vous le dire, gagné beaucoup plus d'argent qu'avec l'irrigation. Donc l'irrigation,
est indispensable, c'est indéniable, mais il faut bien le raisonner en fonction des productions qu'on fait. Culture spécialisée, le débat se pose pas, on peut pas tourner sans irrigation. Maraîchage, arbaux, il y a un tas de productions, horticulteurs, le débat se pose pas, faut l'irrigation. Moi, je parle en grande culture. En grande culture, ou pour de l'élevage, attention au piège de l'irrigation. Si c'est pas toujours rentable et partout, ils vont vous faire investir beaucoup. Vous allez travailler beaucoup et vous allez encore vous attacher à des outils financièrement. Le coût de la réserve, le coût du plan d'eau, le coût de l'installation, la maintenance, le travail permanent tout l'été, attention, danger. Irrigation, oui, mais raisonnée. Et sur les plateaux télé, il n'y en a pas beaucoup qui vous disent irrigation, oui, mais pas partout, et raisonnée. Je ne l'ai pas entendu, ça. J'ai entendu irrigons, irrigons, remontons des plans d'eau partout. Non, justement, faut pas remonter des plans d'eau partout. Faut raisonner le modèle agricole sur les territoires en fonction des conditions pédoclimatiques. Et dans le même temps, puisqu'il faut changer le modèle, bah, faut bouger le ratio des 4,50 € qui nous revient de marge nette sur 100 € TTC. Parce que si on garde 4,50 € sur 100 € TTC, on peut monter l'irrigation. C'est pas un souci. On va faire du volume. On va produire plus de maïs avec l'irrigation. Mais il va toujours rester 4,50 € sur 100 € TTC. Parce que les gens qui irriguent, moi j'ai les comptabilités, je les connais, j'étais irrigant moi-même. J'ai les comptabilités des gens qui irriguent en élevage, ils gagnent pas plus d'argent que ceux qui n'ont pas l'arrosage. Ne vous trompez pas, les gars. C'est pas vrai. S'ils irriguent, c'est qu'ils sont dans des potentiels de sol où ils ont besoin d'irriguer, que c'est très séchant. Et ceux qui irriguent pas, qui sont dans des potentiels, alors bien sûr la terre est meilleure, dans des potentiels de terre meilleurs ou des régions où il y a plus de pluviométrie en moyenne, ceux-là, ils font plus de marge que celui qui a l'irrigation. Parce que celui qui a l'irrigation, rien que quand il appuie sur le bouton, il a déjà fait des charges, lui. Puis il a des emprunts à rembourser sur son réseau d'irrigation. Donc ne vous trompez pas. L'irrigation, oui, 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 ça peut permettre de sauver des cultures. Ça, on est dans le sauvetage, là. Mais sauvetage n'est pas égal à revenu. Merci, à méditer, merci beaucoup et à bientôt.